Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le réseau synchronisé de l'Office de radio et télévision du Mali pour votre émission Malikoura Tassira. Sanction des instances sous-régionales, arrêt de décaissement par certains partenaires, départ de Barkhane, dénonciation des accords avec la France, rapprochement avec la Russie. Rarement le Mali aura autant fait parler de lui sur la scène internationale. Depuis l'avènement de la transition rectifiée, la diplomatie malienne s'active pour faire connaître au monde entier la vision des plus hautes autorités sur la marche du pays, des autorités qui exige notamment le respect de la souveraineté et de la dignité de notre peuple face aux sanctions et aux injonctions venant d'ailleurs. Au premier rang de ceux qui portent la voix du Mali à l'international, le chef de la diplomatie malienne que nous recevons ce soir sur le plateau de Malikoura Tassira. Abdoulaye Diop, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Yaya. Avec moi pour vous interroger, Cheikh Amala Silla, directeur de publication du journal L'Aube. Bienvenue, Cheikh Amala. Alors, Monsieur le ministre, vous voyagez beaucoup ces derniers jours dans la sous-région. Récemment, à Lomé au Togo, vous avez demandé à ce pays de jouer le facilitateur dans le dialogue avec la communauté internationale afin de trouver une solution à la crise malienne. Pourquoi aujourd'hui ce recours à un facilitateur? C'est simple, Yaya. Vous savez, on est dans un processus aujourd'hui de dialogue avec la communauté internationale par rapport surtout au chronogramme de la transition qui aujourd'hui connaît des difficultés, et surtout après le passage au mois de mars du médiateur Goodluck Jonathan, on peut dire que nous sommes dans une impasse par rapport à cette question spécifique. Sinon, les autres questions ont trouvé une réponse. Il fallait donner une nouvelle impulsion. Le chef de l'État a décidé qu'il fallait faire recours au président du Togo, qui est un fin connaisseur du dossier malien, qui depuis le début du processus de transition a été activement engagé au Mali à travailler pour faire mieux faire comprendre la situation du Mali. Et aussi, chaque fois qu'il a été question de prendre un certain nombre de mesures contre notre pays, il a toujours eu une approche assez équilibrée par rapport à cela. Donc c'est dans ce contexte que le chef de l'État a souhaité que nous puissions lui faire appel pour qu'il puisse faciliter. Encore une fois, je tiens à préciser qu'il s'agit d'une facilitation et non d'une médiation. Nous avons souhaité qu'il puisse être celui par lequel cette nouvelle impulsion pourra venir en parlant avec un certain nombre de chefs d'État pour mieux comprendre la position du Mali, parce que certains estiment que nous sommes dans une position de défiance vis-à-vis de la communauté internationale. Or, ce que le Mali essaie de faire comprendre, c'est que partant d'un chronogramme de 5 ans, qui a été ramené après des concessions importantes, surtout dans le cadre de travail technique qui a été encore mis en place par le Mali. C'est ce cadre qui a permis de rapprocher les points de vue entre 5 ans et pour pouvoir arriver aujourd'hui entre 16 ou 18 mois du côté de la CEDEAO et près de 24 mois du côté du Mali. Donc on est un peu à ce niveau, à ce stade, et nous souhaitons seulement que le président togolais puisse aussi apporter sa voix et que nous puissions aller vers une solution qui ne peut être encore une fois qu'une solution de compromis. Vous dites la partie technique est résolue, il reste la partie politique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La partie technique, parce que si vous voyez la plus grande incompréhension qu'on avait avec la CEDEAO, c'est que nous avons des lectures qui étaient totalement opposées. La lecture au niveau de la CEDEAO était une lecture beaucoup plus électoraliste, si je peux résumer, en ce sens qu'il suffit d'organiser des élections et d'avoir un pouvoir élu pour que le problème du Mali soit réglé. Et nous, Maliens, savions que ce n'était pas le cas. Nous sommes dans un pays quand même qui reçoit une mission des Nations Unies de près de 15 000 hommes, qui fait face à une crise multidimensionnelle, qui fait face au terrorisme. Aujourd'hui, on s'est rapproché parce que la CEDEAO elle-même, après le travail du groupe technique, accepte aujourd'hui les réformes, l'organe unique à mettre en place, la constitution qu'il faut revoir et les différents scrutins. Donc je crois que du point de vue du contenu, il y a quand même une compréhension, mais reste maintenant juste la durée qui reste la grande, qui ne devrait pas l'être. Parce que je crois que la durée est fonction du contenu. Aujourd'hui, en se mettant d'accord pour pouvoir avancer, nous allons trouver... Vous savez, les processus de transition dans beaucoup de pays, c'est des processus qui sont extrêmement difficiles. Depuis le début de cette facilitation togolaise, il y a beaucoup de rumeurs qui nous parviennent par rapport à une solution négociée que vous seriez très proche d'atteindre. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Bon, vous savez, il est difficile de s'engager sans avoir quelque chose en main. C'est vrai que aujourd'hui, nous sommes plus proches d'une solution que nous ne l'avons jamais été.
Mais vous savez aussi, comme les sprinteurs le disent, les derniers 100 mètres sont les plus difficiles. Donc nous devons vraiment redoubler d'efforts, nous devons faire preuve de compromis. Mais c'est vrai que nous n'en sommes pas loin, mais ça demande aussi qu'on puisse se surpasser pour comprendre que ce qui reste à faire n'est absolument rien par rapport aux défis, aux menaces que nous avons. Et avec l'implication des uns et des autres et les conversations que nous avons avec différents chefs d'État, nous pensons que la CEDEAO et nous, en tout cas la région, il nous est possible de trouver une solution africaine adaptée à notre solution. Je crois que les efforts doivent se poursuivre pour en sortir le plus vite possible parce que notre peuple souffre, la région souffre également et nous devons tous être conscients que c'est pour eux que nous travaillons. Monsieur le ministre, en tant que chef de la diplomatie malienne, êtes-vous optimiste quant au résultat de cette médiation togolaise qui aujourd'hui est en cours? Bon, vous savez, nous dans la diplomatie, c'est dans notre ADN d'être ouvert, d'être optimiste et de penser, comme les politiciens, qu'une solution est toujours possible, mais pas n'importe quelle solution. La solution à trouver doit nécessairement tenir compte des préoccupations des Maliens, de ce pourquoi les Maliens se battent au quotidien. Et si nous regardons d'où nous venons, je crois qu'il est possible d'arriver à cette solution pour sortir. Parce que vous savez, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que le Mali a une position stratégique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui touche le Mali, si ça se passe bien, ça réjaillit sur tous les pays. Mais si ça se passe mal, on a 7 voisins, ça va affecter tout le monde. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il est important que chacun comprenne qu'il faut qu'on referme très rapidement cette parenthèse du Mali. Donc nous restons prudemment optimistes, mais nous pensons qu'il est absolument important qu'un compromis ne se fasse pas sur le dos du Mali, des Maliens et des intérêts du Mali. Monsieur le ministre, le Mali qui s'est ces derniers temps dirigé vers les ports de Conakry et de Nouakchott, notamment sur les relations avec ces deux pays. Cheikhna, une question? Monsieur le ministre, vous avez effectué récemment 2 visites à Conakry. Quel est aujourd'hui l'état des relations entre le Mali et la Guinée, d'une part, et par ailleurs, on sait qu'il y avait certaines difficultés du côté de la Mauritanie. Aujourd'hui, est-ce que l'axe Bamako-Nouakchott se porte bien? Vous savez, tous ces efforts se font sous l'impulsion du chef de l'État, du chef de gouvernement, mais aussi sont le fruit d'un travail diplomatique intense du Mali pour faire en sorte que les politiques qui sont en place pour amener à l'isolement du Mali ne puissent pas œuvrer. Et je tiens à saluer des pays comme l'Algérie aujourd'hui, la Mauritanie ou la Guinée qui ont pris des décisions courageuses de maintenir leurs frontières et leurs ports ouverts pour le Mali. Quant aux missions dont vous parlez, en Guinée et en Nouakchott, ces missions visent aussi à tirer les leçons de la situation actuelle. Vous savez, le Mali, dans le passé, a commis un certain nombre d'erreurs. Parce que, vous savez, la vulnérabilité du pays a été sérieusement accentuée et nous n'avons pas suffisamment investi dans les corridors de Nouakchott comme dans le corridor de la Guinée. Il y a certains investissements structurants, les routes, les chemins de fer ou autres qu'on aurait dû faire il y a 30 ans. On a commis ces erreurs, comme les militaires le disent, ce n'est pas au milieu d'une guerre qu'on équipe une armée. Il faut le faire en avance. Donc aujourd'hui, nous essayons, de répondre aux besoins du Mali en matière d'approvisionnement, en hydrocarbures, en produits de première nécessité, comment fluidifier ces corridors, comment aider nos hommes d'affaires à avoir les facilités nécessaires, les transporteurs, pour un approvisionnement régulier du pays. Ça, c'est vraiment dans le court terme. Mais pendant que nous faisions cela, nous devons penser à demain. Comment travailler sur ces corridors dans la durée pour qu'il y ait de bonnes routes, pour qu'il y ait des aménagements dans ces différents ports, avec des ports secs, un certain nombre d'investissements, comment nos opérateurs économiques peuvent avoir des facilités pour qu'est-ce que l'État doit faire pour pouvoir accompagner ces opérateurs pour que demain, ces corridors qui représentent un petit pourcentage de nos échanges aujourd'hui puissent demain s'augmenter. Vous savez, un des points essentiels de la transition, c'est comment renforcer l'autonomie du pays et la diversification et des partenariats et des rapports du pays avec l'extérieur.
Donc aujourd'hui, l'ouverture de ces corridors avec Nouakchott, avec Conakry et avec Alger s'inscrivent dans ce souci de diversifier nos accès à la mer pour diminuer la vulnérabilité du pays. Vous savez, cette petite crise de sanctions nous a fait réaliser que le Mali n'est pas aussi dépendant qu'on le croit. Les autres aussi dépendent du Mali. Et ça, c'est une leçon que nous devons en tirer. Alors, Monsieur le ministre, parlons de la France. Avec la France, les relations sont de plus en plus tendues. Dernier épisode en date, cette dénonciation de certains accords qu'il y ait donc les deux pays. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre nos deux pays? La France accueillie en libérateur en 2012 et est conduite pratiquement aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la question qu'on doit se poser. Si on prend les deux photographies, on met côte à côte, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Ça veut dire que fondamentalement, le Mali et les Maliens ne sont pas contre la France, puisque la France était célébrée et chantée dans tous les foyers, mais il y a aussi une part de frustration dedans. Je crois que dans nos rapports avec la France, vous avez dû noter que l'incident de Kidal pendant la libération de notre pays en 2012-2013 est toujours resté dans les esprits. C'est une question qui a affecté notre population, qui s'est toujours interrogée quel était le jeu de la France, parce que la France est un partenaire dont l'action devait s'inscrire dans le cadre de l'unification et du renforcement de l'unité nationale du Mali. Et je crois que plus tard, beaucoup de Maliens se sont posé des questions par rapport à cet incident de Kidal qui n'a pas aidé. Jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons à pouvoir régler ce problème. Et plus tard aussi, quand il y a eu la rectification au mois de mai, avec l'arrivée du président Goïta à la tête du Mali, naturellement, il y a eu une inflexion importante de la politique du Mali qui a mis en avant le respect de la souveraineté nationale du Mali, le respect mutuel dans les rapports avec nos partenaires et aussi l'instauration d'un partenariat gagnant-gagnant. Je crois que l'ensemble de ces éléments ont été mis dans nos rapports avec nos amis français qui ont été invités à revoir leur copie dans la façon d'interagir avec nous. Mais je crois que ceci n'a pas été compris. On a vu que quelques temps après, c'est vraiment la France a inscrit son action dans le cadre de punir le Mali suite à ces événements, parce que certainement les autorités en place ne semblent pas aller dans le sens souhaité. Et bon, là, ça nous a mené un peu face à un certain nombre de difficultés. Arrêt unilatéral de la France des opérations conjointes avec les forces armées maliennes. Comment on peut être dans un pays et dire que nous ne travaillons pas avec les forces armées de ce pays? Et qu'est-ce que nous représentons dans ce pays? 10 jours plus tard, c'est l'annonce unilatérale encore une fois, au mépris des accords qui nous lient, décidant du retrait de la force Barkhane. Et vous savez, quand votre partenaire principal stratégique, notamment dans le domaine de la sécurité, qui est la préoccupation numéro 1, 2 et 3 du pays, décide de ne pas vous accompagner en ce moment précis, naturellement, dès le début, il était dans notre calcul de renforcer nos partenariats, de les diversifier. Mais quand cet incident s'est passé, évidemment, ça nous a poussé à accélérer, parce qu'il faut travailler pour la survie du pays. Et nous sommes convaincus, particulièrement dans ce processus de transition, qu'aucun pays, aucune institution n'a le droit de dicter au Mali ses choix politiques. Seuls les Maliens peuvent déterminer avec qui nous devons travailler ou ne pas travailler. Donc, je crois que ces éléments sont au cœur de la discorde aujourd'hui avec les autorités françaises. Le Mali reste disponible pour travailler avec la France comme avec tous les pays, mais dans le respect de notre souveraineté, mais dans le respect aussi mutuel, mais seulement dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Je crois que ça, c'est vraiment la ligne de fond que le président Goïta a mis en avant par rapport à ce processus de transition. Vous avez parlé de diversification, on va en parler, mais est-ce que vous comptez prendre des initiatives pour la désescalade? Si oui, lesquelles? Encore une fois, la diplomatie, c'est toujours l'art du possible. La diplomatie, c'est la dernière porte qui reste ouverte quand toutes les portes sont fermées. Donc, c'est dans notre ADN de nous dire qu'entre peuple français et peuple malien, les ponts ne sont pas coupés. Nos peuples sont des peuples amis qui ont cheminé ensemble, qui partagent beaucoup de choses. La divergence, elle est politique. Elle est au niveau des gouvernements.
Et à tout moment, si vous regardez les incidents qu'on a eus avec la France ces derniers mois, à aucun moment le Mali n'a été le premier, si vous admettez le terme, à dégainer. Nous avons dû chaque fois répondre quand des actes ont été posés qui étaient soit irrespectueux à notre endroit ou qui étaient attentatoires à notre souveraineté. Nous avons dû nous assumer et prendre un certain nombre de décisions. Donc, c'est dire que nous sommes toujours dans la meilleure disposition. Vous n'êtes pas sur une ligne de rupture avec la France? Nous ne sommes pas dans une ligne de rupture. Nous voulons seulement qu'un certain nombre de principes soient observés. Qu'on respecte le Mali, qu'on respecte les autorités en place, qu'on respecte la souveraineté du Mali en comprenant qu'il y a certains choix qui ne peuvent relever que des Maliens. Et pendant ce temps que le Mali peut travailler avec tous les pays. Monsieur le ministre, vous communiquez avec votre homologue français actuellement? Ces derniers temps, non. Mais bon, dans les relations entre États, il y a plusieurs canaux. Nous avons une ambassade à Paris, la France a une ambassade ici. Nous avons beaucoup de pays tiers qui nous parlent, qui essayent de comprendre qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir faire avancer les choses. Mais je vous dis, pour l'intérêt du Mali, nous n'hésiterons pas à parler à qui que ce soit. Nous irons partout où c'est nécessaire d'aller défendre l'intérêt du Mali, mais nous le ferons dans le cadre du respect mutuel. Le Mali qui est en train de diversifier donc son champ de partenariat et qui se tourne vers certains pays comme la Russie, et notamment, vous l'avez dit, sur la diversification, Cheikh, non? Monsieur le ministre, comme Yaya l'a dit, vous avez entrepris quand même ces derniers temps une politique de diversification des relations diplomatiques entre le Mali et d'autres pays, notamment la Russie. Quels sont les objectifs recherchés par cette nouvelle politique qui est en cours actuellement? Bon, cette politique de diversification, c'est de pouvoir nous donner un certain nombre de leviers et de choix. Parce que les partenariats que nous avons, notamment avec notre partenaire stratégique, ne répondaient pas tout à fait à ce que le Mali souhaitait. Et ce que le Mali souhaitait, c'est quoi? C'est pouvoir disposer d'équipements militaires qui nous permettent de mieux faire un maillage de notre pays et pouvoir avoir aussi des équipements pour doter nos forces de défense et de sécurité et comment créer une autonomie progressive pour le Mali pour que nos hommes puissent opérer, défendre notre pays et jouer leur rôle régalien de défense de l'intégrité territoriale. C'est pourquoi nous avons souhaité que, dans ce contexte, il est de l'intérêt du Mali d'aller taper à toutes les portes où nous pensons qu'une réponse peut venir. Et là, nous avions un partenariat historique avec la Russie, un partenariat dans lequel le Mali et son armée ont rayonné dans la région. Et c'était vraiment un tournant assez normal. Et nous avons vu que ce partenaire en particulier est en mesure de nous donner ce que nous voulons et de le faire dans les temps qu'il nous faut, sans autre forme de procédure bureaucratique. Je vous donne un exemple. Nous avons acheté au mois d'août passé un avion avec Airbus, 100% sur les revenus du pays. Un avion qui est un avion tactique. Ça veut dire que c'est essentiellement le transport de troupes et 75% des passagers de ce transport sont généralement des civils et des humanitaires. À ce jour, je sais que dans quelques jours, il sera possible, nous l'espérons, de pouvoir régler ce problème, mais on a attendu près de 10 mois pour disposer de cet appareil. Vous imaginez que si le sort du Mali était lié à cet appareil, que nous aurons disparu de la surface de cette région. Et avec la Russie, vous avez vu qu'en 7 mois, les dotations en armes, équipements et autres types de formations dont nous avons bénéficié dépassent largement les investissements qu'il y a eu au cours de la précédente décennie. Donc c'est quand même extrêmement important et je pense que c'est la responsabilité aujourd'hui du président de la transition et du gouvernement de répondre à la préoccupation numéro 1, numéro 2 et numéro 3 des Maliens qui est la sécurisation du pays, faire en sorte que les Maliens puissent se déplacer librement dans leur pays, les personnes déplacées regagnent leur foyer, que l'administration puisse se redéployer dans ces localités et que les gens puissent aussi travailler à diminuer les facteurs d'insécurité dans ce pays. Je crois que c'est ce que nous avons. Mais on ne travaille pas qu'avec la Chine. Je crois qu'il y a d'autres dessins derrière, mais on travaille avec la Chine, la Turquie et beaucoup d'autres pays qu'on ne cite pas. Nous nous tournons aujourd'hui vers qui répond le mieux à nos besoins au détriment des relations traditionnelles, c'est ça?
Nous, on pense que ce n'est pas exclusif. Ça peut s'additionner pour autant que les gens ne comprennent pas que si l'un entre, je sors. Quelqu'un a pris un exemple dans un documentaire que j'ai regardé récemment. Quand ta maison brûle et que tu as un voisin qui est venu t'aider pour éteindre l'incendie, ce voisin ne doit pas s'offusquer qu'un deuxième ou d'autres voisins viennent aider pour éteindre l'incendie si l'objectif de tout le monde est d'éteindre cet incendie. Donc pour nous, tous ceux qui peuvent aider le Mali et dans la vision cadre, avec notre vision de respect mutuel, de respect de notre souveraineté et surtout d'efficacité. Le Mali reste ouvert à travailler avec tout ceci, mais le Mali n'acceptera pas qu'on lui fasse un dictat par rapport à ses choix. Parlons de l'aménagement, Monsieur le ministre. En juin prochain, les instances onusiennes devraient théoriquement renouveler le mandat de cette mission. Le Mali est-il favorable aujourd'hui à un renouvellement du mandat de l'aménagement? Si oui, dans quelles conditions? Le Mali doit d'abord déterminer ses propres choix. L'aménagement ne peut qu'apporter une contribution. Naturellement, nous ne sommes pas fermés parce que l'aménagement est venu avec notre accord. Mais l'aménagement doit être efficace dans l'aide qui est apportée au Mali. Mais aujourd'hui, la discussion première que nous devons avoir, c'est qu'est-ce que le Mali doit faire pour renforcer la sécurité des Maliennes et des Maliens. Et ça, c'est le rôle régalien de l'État, c'est le rôle des forces de défense et de sécurité qui sont en train d'être équipées pour jouer ce rôle. Donc ce premier rôle, c'est ça. Ne pensons pas que l'aménagement va faire ce travail et se faire tuer pour les Maliens comme ça. Donc c'est notre rôle. Notre vaillante armée, que je tiens à saluer, est prête et a déjà fait ce sacrifice-là pour protéger les Maliens. Pour moi, ça, c'est la première ligne en termes de définition politique. Maintenant, une fois que nous avons capacité, nos forces de défense et de sécurité à jouer ce rôle, nous voyons qu'est-ce que les autres peuvent y apporter. C'est dans ce cas que vient l'aménagement. La principale critique qui a été formulée à l'encontre de l'aménagement, c'est que c'est une mission de maintien de la paix. Vous savez qu'une mission de maintien de la paix classique aux Nations Unies, c'est une mission d'interposition qui s'interpose entre les belligérants. Donc on dit que, bon, ça veut dire qu'on fait une mission de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir en tant que telle. C'est à quoi nous faisons face, c'est les menaces terroristes, ce qu'on appelle une menace asymétrique. Or, il se trouve que le mandat de l'aménagement ne lui permet pas de s'engager dans la lutte contre le terrorisme. Et nous, nos gens, peuvent faire ce travail. Donc on a dit à l'aménagement qu'il faut qu'on adapte le mandat à la réalité. Mais malheureusement, il y a un problème dogmatique au niveau des Nations Unies qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire de la lutte antiterroriste. Donc maintenant, je crois qu'on va s'asseoir avec eux pour regarder à l'intérieur du périmètre qui est donné à l'aménagement, le travail qu'ils peuvent faire conformément à ces textes, où est-ce que le Mali souhaite que l'aménagement soit et quel travail l'aménagement peut faire en accompagnement. Et c'est à l'État malien de décider maintenant que cette mission se fasse encore une fois dans le respect de la souveraineté du Mali. Nous y revenons une fois parce que récemment on a fait l'objet de beaucoup de critiques en disant que oui, on ne facilite pas l'accès. Alors on dit que écoutez, notre première priorité c'est d'assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens. Nous avons des opérations militaires en cours, nous avons des zones de sécurité qui ont été créées et l'ensemble des partenaires doivent pouvoir s'adapter à cela. Donc je crois qu'en résumé par rapport à votre question, c'est une question qui est sur la table. Le Mali n'est pas fermé à ça. Le Mali ne s'attend pas à ce que l'aménagement joue le rôle que nous devons jouer, mais nous devons pouvoir attribuer à l'aménagement un rôle et nous allons pouvoir travailler dans ce cadre. Quand nous allons arriver là, nous allons peut-être reconfigurer le périmètre pour les autres acteurs. Des voix s'élèvent, vous le savez, pour demander carrément le départ de cette force onusienne. Est-ce que vous êtes sensible à cela? Est-ce que la question est à l'ordre du jour? Moi, je comprends la frustration des Maliennes et des Maliens. Et je l'ai dit encore une fois, je l'ai dit à beaucoup de responsables qui envoient des troupes au niveau de l'aménagement, que je comprends la frustration et l'incompréhension des Maliens parce qu'ils estiment qu'on a des troupes de près de 15 000 hommes présents sur notre territoire. Si je suis un citoyen malien qui est à Tombouctou et qui voit un peu un déploiement important de militaires, mon attente légitime, c'est que ces soldats puissent me protéger. Je ne peux pas comprendre que tu viennes me dire que ces soldats ne sont pas là pour lutter contre le terrorisme, mais ils sont là pour faire ceci, cela. Donc c'est pourquoi nous disons à nos amis qu'il n'y a pas de sentiment anti-MINUSMA en tant que tel, mais il y a une frustration, pas seulement contre la MINUSMA,
même contre les autorités, de dire qu'il faut assurer notre sécurité. Donc si vous devez envoyer un nombre important de soldats, il faut que nous définissions leur rôle. Monsieur le ministre, en restant toujours avec l'aménagement, on sait que le mandat, le renouvellement, c'est dans quelques semaines. Est-ce que déjà il y a des points précis sur lesquels vous allez insister pour un renforcement de cette présence de l'aménagement ici? Bon, il y a des points en discussion en ce moment. Et comme je l'ai dit, il y a le mandat lui-même qu'on a dit qu'il faut revoir pour que, à l'intérieur du mandat existant, que les unités puissent être davantage mobiles et mener un certain nombre de patrouilles, coordonner leur action avec les forces de défense et de sécurité et voir dans quelle mesure elles peuvent venir en complément au travail formidable que les FAMA sont en train de faire sur le terrain. Aujourd'hui, une des questions que nous nous posons aussi, c'est que le mandat de l'aménagement, depuis la résolution 2100 aujourd'hui, c'est énormément répandu sur un nombre important de questions sociales, droits de l'homme, humanitaires, qui sont des questions certes utiles, mais le cœur du métier, c'est quand même l'insécurité et comment aider les autorités maliennes à asseoir leur autorité sur l'ensemble du territoire national. Et ça, il y a encore beaucoup de choses à faire, comment accompagner le processus de désarmement pour pouvoir ramener davantage de sécurité. Donc, sur la question des droits de l'homme aussi, nous souhaitons avoir une discussion approfondie avec la MINUSMA qui doit comprendre qu'elle n'est pas une ONG et que son travail dans le domaine des droits de l'homme doit être articulé et coordonné avec les autorités nationales. Donc, elle n'est pas là pour mettre les autorités en accusation ou en difficulté. Naturellement, elle doit faire son travail de façon autonome. Elle doit travailler sans être instrumentalisée par d'autres agendas ou d'autres acteurs qui peuvent être tapis dans l'ombre et qui voudraient utiliser le travail de la mission à d'autres fins. Donc nous allons être vigilants sur ces paramètres, mais le reste des détails, je crois que c'est des questions que nous venons juste de commencer à discuter. Le Mali n'est pas fermé, mais nous allons regarder tout ça de façon posée. Je suis certain que le chef de l'État va examiner dans le cadre de l'intérêt du Mali et je suis sûr qu'il n'hésitera pas à prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir promouvoir, défendre l'intérêt du Mali dans le sens du respect de sa souveraineté et dans le cadre aussi du respect dû aux Maliens. Monsieur le ministre, juste une dernière question. En quelques mots, l'appareil diplomatique malien aujourd'hui à travers le monde, qu'est-ce qu'il fait en cette période de crise? D'abord, nous avons conscience avec la mission que le chef de l'État nous a donnée au début du processus de transition, qui était une période difficile. Notre mission, c'était comment d'aller vers une diplomatie qui soit une diplomatie plus combative, une diplomatie qui puisse aider à réaffirmer la souveraineté du Mali dans notre interaction avec le monde extérieur, la nécessité de mettre le respect mutuel au cœur de nos engagements avec les pays, mais aussi comment promouvoir une coopération gagnant-gagnant. Je crois que c'est ce périmètre qui nous a été donné. L'autre paramètre important, c'est de dire qu'avec ce processus de rectification, notre travail était de pouvoir expliquer à nos partenaires à l'extérieur pourquoi cette rectification est intervenue, pourquoi cette refondation, pourquoi les réformes et les actions qui doivent être menées, parce qu'elles n'étaient pas comprises. Donc il fallait expliquer, ceci a justifié que nous puissions vraiment voyager dans beaucoup de pays, au Rwanda, en RDC, dans nos pays voisins. Vous avez sans doute suivi aussi le passage du Premier ministre Choguel Maïga au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a été un moment extrêmement fort dans notre diplomatie. On a vu aussi des missions de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité, le Conseil de sécurité des Nations unies. Donc nous avons été sur tous les fronts en recevant, mais aussi en étant à l'offensive. Et nous avons aussi remobilisé notre appareil diplomatique. Notre travail s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de la défense du Mali, de l'intérêt du Mali et surtout de démontrer que nous croyons, nous avons une vision pour notre pays, nous sommes prêts à promouvoir cela, mais aussi nous savons que ceci ne se fait pas sans difficulté. Il y a un prix à payer. Je crois que les Maliens sont prêts à payer ce prix pour que ce pays puisse changer, qu'il y ait une paix durable, une stabilité, un processus démocratique durable pour nos enfants et nos petits-enfants que nous allons laisser après nous et dont nous pouvons être fiers demain. Monsieur le ministre, nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, Cheikh Nabala Silla. Merci.
Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain, même heure, même antenne pour le prochain numéro de Malikoura Tassira.